Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Bonjour Monsieur Azizin. Alors, votre projet de loi pour la confiance dans la justice a donc été voté mardi à l'issue d'un ultime psychodrame autour du secret professionnel des avocats. Est-ce à dire qu'un an et demi après votre nomination Place Beauvau et 5 mois avant la fin de votre mission, vous êtes un garde des Sceaux heureux, satisfait du travail accompli? Et puis au-delà, comment se réapproprier l'autorité à tous les niveaux de la société et puis à 5 mois de la présidentielle, comment faire vivre le débat politique, comment faire vivre la démocratie et quid du cas Zemmour? Qu'est-ce que ça radicalise ces thématiques racistes, ultra-identitaires, au relent antisémite autour d'une falsification d'histoire dite de l'État de la France. Mais pour commencer, Éric Dupond-Moretti, l'actualité, la situation en Guadeloupe où la contestation contre le vaccin et le pass sanitaire a pris une tournure violente. S'agit-il pour vous d'une situation insurrectionnelle? Bon, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y en aura encore d'autres. Hein. Bon, vous voulez qu'on commence par quoi? Sur la Guadeloupe, est-ce que c'est une situation insurrectionnelle ou pas? Non, c'est une situation inquiétante, évidemment, pas insurrectionnelle, pardon. En réalité, d'abord, on va le dire, tous ceux qui doivent être vaccinés, hein, le sont dans une très grande majorité. Deuxièmement, il y a des mouvements de contestation. Mais rien ne peut justifier qu'on brûle des maisons et que des violences soient exercées. Donc, le gouvernement répond à cela en envoyant des gens du RAID et du GIGN. Le ministre de l'Intérieur en a fait l'annonce. Demain, le Premier ministre rencontrera l'ensemble des élus de Guadeloupe. Et Olivier Véran, quant à lui, sera en contact avec les organisations syndicales. Donc on espère évidemment que ce mouvement, qui n'a aucune raison d'être, soit tari dans les meilleurs délais. Dans les 48 heures ? Je l'espère. Parce que le couvre-feu est prévu jusqu'à mardi. J'espère. Écoutez, on a du mal à comprendre ce mouvement une fois encore, et puis surtout rien ne justifie la violence, les incendies et les exactions de cette nature. Donc j'espère que tout le monde va recouvrer très vite la raison. Est-ce qu'il faut faire preuve de compréhension vis-à-vis des manifestants ou plutôt de fermeté vis-à-vis d'eux et contre les émeutes? Je vous ai déjà répondu. Il y a un certain nombre d'expressions qui sont inacceptables dans une démocratie. Que l'on puisse exprimer son désaccord, je l'entends, qu'on brûle des maisons, qu'il y ait des violences, que l'on empêche les uns et les autres de circuler, ça n'est pas acceptable. Et alors, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui affirme, c'était hier, je cite, « Macron est le seul responsable de ce qui se passe en Guadeloupe. Il dit aussi qu'un signal de dialogue n'est jamais venu du gouvernement depuis le 17 juillet, en dépit, dit-il, des revendications du collectif guadeloupéen contre l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers et contre l'extension du pass sanitaire. » Tout ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit et qui vous accuse d'ailleurs. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il aime l'huile sur le feu. On le sait, il est connu pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que quand on est un homme politique responsable, et même si on est dans l'opposition, on essaie d'apaiser les choses. Et là, il met de l'huile sur le feu? Il rend la situation encore plus inquiétante? Quand il raconte que c'est le gouvernement qui est responsable de tout, oui, évidemment que c'est mettre de l'huile sur le feu, oui. Il pourrait dire à ses militants, je pense qu'il en a peut-être en Guadeloupe, qu'il faut apaiser les choses. Et alors, par rapport à la vaccination, vous en parliez tout à l'heure, décider de ne pas se faire vacciner, est-ce que c'est prendre quel risque pour soi et quel risque pour les autres? Et puis je rajoute une chose, qu'est-ce que vous dites aux Français qui refusent de se faire vacciner? C'est quoi? C'est des égoïstes, c'est des complotistes ou c'est des dangers publics? Bon, d'abord, moi je comprends qu'il y ait eu un certain nombre de réticents, vous voyez, à l'origine. Est-ce que ce vaccin, on savait pas tout, on se posait un certain nombre de questions. Et d'abord, moi, je veux dire que je félicite tous les Français qui, en dépit des interrogations qui ont pu être les leurs, se sont fait vacciner. Maintenant, les chiffres sont très très clairs. La seule façon d'endiguer la pandémie, c'est de se faire vacciner. Il n'y a plus aucune contestation possible. C'est scientifiquement, arithmétiquement établi. Donc ceux qui ne se font pas vacciner aujourd'hui, me semble-t-il, là je ne parle pas de ceux qu'il faut aller chercher. Les personnes âgées, il faut aller les chercher. Il y a 6 millions de personnes à peu près qui doivent être vaccinées. Naturellement, je veux être nuancé dans mon propos,
mais les autres, à l'évidence, sont des irresponsables et des individualistes. Par exemple, ceux qui, samedi après samedi, depuis des semaines et des semaines, appellent à manifester contre le pass sanitaire, contre le vaccin, comme Florian Philippot. Irresponsables, des gens qui jouent avec la vie des Français? Mais écoutez, Florian Philippot, c'est un camelot qui est en mal de clients. Il a senti le bon coup, donc il est là en train de défiler. Il nous raconte que nous vivons dans une dictature. Il y a un certain nombre de comparaisons qui sont faites, qui sont absolument ignobles. Bon, et puis moi je dis que ceux qui refusent le vaccin, c'est jusqu'au boutiste. En réalité, sont une faille dans notre système. Ces vaccins, ils sont faits pour protéger nos compatriotes. Et moi, on me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, c'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme et donc de tuer, alors. Et donc de tuer. Et c'est comme si vous me disiez, mais moi, la liberté me permet à 4 grammes d'alcool dans le sang de prendre ma voiture à 2 heures du matin. Non, c'est pas ça la liberté. C'est aussi l'obéissance à un certain nombre de règles que l'on s'est fixé. Voilà. Ça s'appelle le vivre ensemble, ça s'appelle l'altruisme, ça s'appelle le goût des autres, et le reste, c'est extrêmement dangereux. Voilà, je le redis, on a désormais la certitude que seul le vaccin peut arrêter la pandémie. Et cela participe au fond à ce que nous soyons encore dans la pandémie. Alors, en rapport avec la crise sanitaire, il y a aussi le cas Didier Raoult, soupçonné par une enquête interne de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille d'avoir falsifié les résultats de ses recherches sur l'hydroxychloroquine. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le garde des Sceaux ? Ça m'inspire des choses que je ne peux pas vous dire, parce que vous savez que le procureur de la République a été saisi et qu'à compter de ce moment-là, le garde des Sceaux ne peut pas s'exprimer. L'avocat Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il en pense ? Il n'y a plus d'avocat Éric Dupond-Moretti. L'avocat Dupond-Moretti, il a arrêté d'être avocat le jour où il est devenu ministre. Et vous considérez que c'est un charlatan, Didier Raoult ? Vous allez me poser combien de fois la question ? Non, mais par prétérition. Vous savez, je sais que vous êtes très fort là-dessus. Je sais que vous avez un parler franc. Oui, mais c'est pas que je renonce à la franchise, c'est que quand on est ministre de la Justice, vous le savez, on ne peut pas s'exprimer sur les affaires qui sont en cours. Donc, vous me posez la question par prétérition, c'est-à-dire vous me la posez sans me la poser, tout en me la posant, et vous savez bien, par définition, que je ne peux pas y répondre. Donc, je n'y répondrai pas. Et alors, on va venir à des sujets qui vous concernent, qui sont dans votre compétence ministérielle, notamment, donc, on va commencer par le projet de loi pour la confiance dans la justice, voté mardi à l'Assemblée, après un ultime psychodrame autour du secret professionnel des avocats, ce que vous avez réglé d'ailleurs. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il s'agit d'une énième loi faite uniquement pour amuser la galerie et pour faire de la com à 5 mois de la présidentielle? En gros, qu'il n'y a rien dedans, que ça sert à rien. D'abord, comme vous y allez, si j'ose dire, il n'y a pas eu de psychodrame, il y a eu quelques malentendus qui ont été dissipés. Avec des manifestations d'avocats et puis cet accord que vous avez trouvé avec InFine. Oui, d'accord, mais enfin des manifs qui ont été réduites à peu de monde. Si vous êtes objectif, je pense que vous l'êtes. Par rapport au nombre d'avocats, notamment sur Paris, ça fait très peu. Bon, donc ce sont des malentendus que j'ai dissipés. En réalité, il y a eu une confusion dans l'esprit de certains entre le secret professionnel qui est constitutionnellement garanti et le secret du conseil qui n'est pas garanti. Parce que le conseil est un service, c'est même un service commercial. Bon. Voilà. Il y a une confusion, elle a été dissipée, j'ai adressé un premier courrier à l'ensemble des bâtonniers, et puis, une fois que la loi a été votée, j'ai adressé un deuxième courrier à tous les bâtonniers de France pour expliquer mon texte. Quant au reste, un coup de com'. Je veux dire, quand on fait rien, au fond, on est accusé de ne rien faire, et quand on fait, on est accusé de faire. Le président de la République a dit, moi, je vais travailler jusqu'au dernier quart d'heure. Donc, ça incite ses ministres à en faire de même. Et ce projet de loi que j'ai porté, c'est 36 ans de ma vie professionnelle. Alors, pour le coup... Derrière, il y a l'avocat Dupond-Moretti. Mais alors là, pour le coup, l'avocat Dupond-Moretti, il est légitime à être ministre de la Justice parce qu'il a été avocat. Si j'avais fait toute autre chose, je n'aurais pas cette légitimité. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu qu'on connaissait pas la justice. Et par exemple, j'ai décidé de la filmer. Alors justement, il y avait une question là-dessus. Permettre de filmer les procès, qu'est-ce que vous en attendez ? Ça, a priori, ça va pouvoir commencer en janvier, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que cela va changer pour les justiciables et aussi pour les accusés ? D'abord, j'ai constaté, moi, dans ma vie d'avocat, que les Français ne connaissaient pas la justice. Et je vais illustrer mon propos. Quand j'ai eu l'occasion de parler après les affaires, évidemment, avec des jurés, ils m'ont dit ils m'ont tous dit, cette expérience a transformé notre vie. On a mesuré, par exemple, comment c'était
compliqué de rendre la justice. Comment la détermination d'une peine était un exercice presque impossible. Bon. Donc moi je souhaite que les Français voient comment la justice est rendue, comment il est difficile de la rendre. Et il y a derrière tout ça l'idée que la justice bashing est le tremplin de tous les populistes. C'est-à-dire ? Tout le monde s'est emparé de la justice pour dire qu'elle est laxiste, qu'elle marche pas. Regardez, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, les prétendants à la présidentielle, j'allais dire de droite classique, si tant est qu'on puisse encore parler de droite classique d'ailleurs. On parlera de la campagne présidentielle un peu plus tard. Bon, tous ces gens-là s'emparent de la justice pour la dézinguer. Et en réalité, ils profitent de la méconnaissance de certains de nos compatriotes, de beaucoup de nos compatriotes, qui ne connaissent pas cette institution, qui ne connaissent pas les difficultés qui sont celles de l'institution, qui ne comprennent pas le mécanisme qui conduit à un jugement. Et moi, je veux que la justice soit présente dans le salon des Français et que les Français, au fond, découvrent cette institution qui rend des décisions en leur nom. Et est-ce que vous savez quel est le premier procès qui sera filmé ? Non, pas encore. Vous avez une idée ou pas ? Non. Vous savez que les audiences pénales vont être filmées, mais également les audiences civiles, les audiences commerciales, les audiences prud'homales. Et puis il y aura un certain nombre de thématiques qui seront développées et qui permettront, moi j'en suis convaincu, cette pédagogie que j'appelle vraiment de mes voeux. Alors autre point de ce projet de loi, de ce texte, la fin des réductions de peine automatiques. Est-ce que l'avocat Dupond-Moretti n'est pas heurté dans ce domaine par le projet de loi du ministre Dupond-Moretti ? Réduction de peine. Ah mais au contraire, en réalité, je vais vous dire, c'est une mesure réduction de peine automatique. Oui. La réduction de peine automatique, c'est une mesure qui a été prise il y a longtemps par la droite, qui disait il faut cogner très fort. Ça, c'était la devanture, la façade. Et puis derrière, à quoi, 30-40 ans. Hein. C'est Perben qui a fait voter. C'est à l'époque de Monsieur Perben que ce texte a été voté. Donc, taper très très fort. Et comme il fallait régler la question de la surpopulation pénale, eh bien de façon très hypocrite, il y avait des remises de peine automatiques. Et cette mesure de droite, on s'y est habitué, elle est presque devenue aujourd'hui une mesure de gauche. C'est presque normal de donner des remises de peine automatiques. Et moi je dis que le sens de l'effort n'est pas un sens interdit, et qu'en réalité, je souhaite, avec l'humanité qui est la mienne, que l'on ne laisse pas sur le bord de la route des détenus et qu'on les incite à l'effort. Mais l'effort, attention, ça peut être apprendre à lire, ça peut être d'abord se lever le matin, ça peut être se désintoxiquer, ça peut être, oui, je l'ai dit, prendre des cours, ça peut être travailler chaque fois que le travail est possible. Et c'est pour ça que j'ai créé un contrat du détenu travailleur et que je fais venir des patrons en prison. Je souhaite que les détenus travaillent davantage dans les établissements pénitentiaires. Et la question c'était, est-ce que si un autre garde des Sceaux avait fait voter ce projet quand vous étiez avocat, vous l'auriez accepté ou pas ? Alors, si il avait présenté ce garde des Sceaux-là, hypothétique, comme, comment dirais-je, une aggravation de la condition pénitentiaire, j'aurais peut-être renaclé. Mais s'il avait dit en réalité que ça tente à une meilleure réinsertion, que ça tente à ce que les détenus ne perdent pas les codes de la vie civile, si ça tente à ce qu'ils s'occupent en prison, qu'ils se forment en prison, alors j'aurais sans doute été d'accord, je suis même convaincu que j'aurais été d'accord avec ce garde des Sceaux-là. Parce que vous le défendez ce projet. Mais je défends ce projet. Je le porte viscéralement, ce projet. Enfin, écoutez, quelqu'un qui était condamné à 10 ans, il savait avant même d'avoir mis un pied dans le fourgon cellulaire qu'il avait 2 ans de moins sans rien faire. Est-ce qu'il est indigne qu'on s'occupe des détenus et qu'on les incite à travailler et à reprendre un goût de l'effort? Avec toujours la possibilité de remise de peine. Bien sûr, bien sûr. Alors, autre question, est-ce qu'avec l'adoption de ce projet de loi pour la confiance dans la justice, vous considérez avoir d'ores et déjà accompli votre mission de garde des Sceaux, ou est-ce qu'il vous reste encore des choses à faire ? Ah non, mais évidemment que je considère qu'il y a encore... Beaucoup de choses à faire ? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, je pense qu'on n'est jamais satisfait de sa tâche quand on est ministre de la Justice. Il y a les États généraux. Vous savez, il y a eu 2 volets dans mon intervention au ministère de la Justice, qui est une intervention courte. Rappelons-nous, je suis ministre de la Justice depuis juillet 2020. En réalité, j'ai essayé d'abord de la restaurer, avec des budgets qui sont des budgets historiques. Donc 8% d'augmentation sur 2 ans.
Non, 8 plus 8. Oui, 2 ans de suite. 2 fois 8%. Oui. 8 plus 8, ça fait 16. Hein. Oui, dans ma tête, c'était ça. Ah oui. Non, ne réduisez pas non, j'ai dit de moitié. Bref, D'accord. On a embauché beaucoup de monde avec ça. On a réouvert des tribunaux, on a embauché des magistrats, on a embauché des greffiers. Bref, on a restauré la justice. Et d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes dit sur cette question que le budget de la justice s'est considérablement amélioré. Ensuite, il faut la moderniser. Et nous avons entendu, le président de la République a entendu les 2 plus hauts magistrats de ce pays, premier président de la Cour de cassation et procureur général. Donc à Reims et Molins. Oui. Et Molins, pardon. Oui, demander les états généraux de la justice. Le président a dit chiche, certes il ne l'a pas exprimé comme ça, et nous y sommes. Et ce que je veux dire d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée, c'est que pour la première fois, les citoyens vont pouvoir participer aux états généraux de la justice, et vous me permettrez, monsieur Aziza, de dire ici qu'il y a une plateforme où tous les citoyens peuvent intervenir qui s'appelle parlonsjustice.fr. Et alors, par rapport justement à ces états généraux de la justice, il va se poser le problème aussi, pendant ou après, le problème des places de prison ou d'exécution de peine. C'est quoi aujourd'hui le problème ? C'est le problème des places de prison ou d'exécution des peines ? Il n'y a pas à proprement parler de problème d'exécution des peines, il y a un problème dans le délai dans lequel les peines sont exécutées. Alors évidemment, celui qui fait l'objet d'un mandat de dépôt, la peine, elle est exécutée tout de suite. Ensuite, vous avez ceux qui ne font pas l'objet d'un mandat de dépôt, évidemment. Il y a certains de ceux-là qu'il faut retrouver, donc ça prend du temps. Comment on accélère tout ça ? On accélère tout ça, d'abord en réfléchissant aux structures actuelles et en voyant si on peut pas les modifier. Moi, je souhaiterais libérer un peu les procureurs de la République de cette tâche au profit de la direction de l'administration pénitentiaire. Et c'est la raison pour laquelle, en juillet, j'ai demandé une inspection pour que l'on me fasse des propositions claires, nettes et précises pour accélérer l'exécution. Et alors, vous attendez quand ce rapport ? De façon incessante, évidemment. Il y a un certain nombre de décisions qui seront prises. Et vous avez des idées en tête ou pas ? Oui, bien sûr que j'ai un certain nombre d'idées. Non, mais je vais pas les évoquer maintenant. Vous me réinviterez quand on aura arbitré cela. Mais effectivement, c'est quelque chose que je souhaite améliorer. Vous me demandiez tout à l'heure si j'étais satisfait, complètement satisfait. Non, il y a des choses à faire, je vais les faire. Quant aux constructions de prisons, elles ont 2 buts. Assurer évidemment la réponse pénale, bien sûr, et je l'assume complètement, et également permettre des conditions de détention plus dignes. C'est la raison pour laquelle on a un plan de construction de 15 000 places. 2 000 sont sortis de terre, opérationnels dès aujourd'hui. Je pense notamment à l'établissement pénitentiaire de Lutterbach. Il en reste 4 000 en chantier sur 16 chantiers dans toute la France. Caen, Avignon, d'autres villes encore. 1000 premiers coups de pelleteuse là maintenant, nous en sommes à 7000. Tout ça, ça sort de terre en 2022. Et puis nous avons le plan 8000. Au total, 15 000 places, 7 plus 8 égale 15. Et ça sort en 2027. Et j'ai dès à présent trouvé les terrains et j'ai déjà dès à présent signé tous les engagements qui nous permettront et qui vous permettent de savoir que ces places seront effectivement construites. Comment on juge l'efficacité d'un garde des Sceaux au nombre de places de prison créées ou au nombre de détenus en moins dans les prisons ? Ça, c'est une question du provocateur que vous êtes parfois. Alors, il faut naturellement qu'on construise des places de prison. Et je vous l'ai dit, il y a 2 raisons qui nous contraignent. La réponse pénale, évidemment, et également les conditions indignes de détention. La France a été condamnée à de nombreuses reprises. Mais c'est pas que là-dessus qu'on juge un garde des Sceaux. On le juge aussi à la loi du 21 avril qui permet de mieux assurer la protection des mineurs qui font l'objet d'agressions sexuelles. On le juge également au Code de justice pénale des mineurs qui permet de rendre une justice ultra rapide, alors que autrefois, sous l'empire de l'ancien texte, 1 mineur sur 2 était jugé quand il était majeur, etc., etc., etc. Invitez-moi un jour et ne me posez des questions que sur mon bilan et vous verrez qu'il est intéressant. Et votre bilan dans le cadre des relations entre police et justice, il est bon ou pas ? Est-ce que ça va mieux avec Gérald Darmanin ?
Non, mais avec Gérald Darmanin, moi, j'ai aucun problème. Les syndicats de policiers ont exprimé un certain nombre de choses. Je leur ai répondu à Beauvau. J'avais été invité. Je crois que c'était d'ailleurs la première fois qu'un garde des Sceaux rencontrait les organisations syndicales de la police. Nous avons fait un certain nombre de choses. Je pense, par exemple, à la suppression du rappel à la loi, hein, qui était une sanction qui ne faisait peur qu'aux honnêtes gens. Nous l'avons remplacée par l'avertissement pénal probatoire. Et dans le cadre des États généraux, la simplification de la procédure pénale, c'est naturellement quelque chose qui parle aux forces de sécurité intérieure. Et elles sont d'ailleurs associées aux ateliers de travail, à l'atelier de travail consacré à cette thématique. Autre question. Est-ce que cela se passe mieux avec les avocats ou avec les juges, en ce qui vous concerne ? Mais moi, je n'ai aucun problème avec les magistrats. Écoutez-moi. Ah, vous voyez, vous répondez directement sur les magistrats. Hein. Ben, non, je vais répondre les deux. Ah. Et si j'avais commencé par les magistrats, vous m'auriez dit, vous voyez, vous répondez d'abord. Bon. Vous m'avez là-dessus perturbé un peu. Mais vous n'avez aucun problème avec les magistrats, m'avez-vous dit. Non, alors attendez, les magistrats, d'abord, je travaille avec des magistrats tous les jours. Hein. Mon cabinet est constitué de magistrats. Bien. Premièrement. Deuxièmement, je me déplace sur le terrain 3 fois par semaine. Je reçois des magistrats à la chancellerie. J'échange avec eux. Je n'ai strictement aucun problème avec eux. Et quand je leur présente le budget, ils me disent merci. Voilà la réalité. Je peux pas vous en livrer une autre. Quant aux avocats, je n'ai aucun problème avec les avocats. J'ai fait pour les avocats beaucoup de choses. Qu'il s'agisse de l'aide juridictionnelle, de la médiation, et là, du secret professionnel que j'ai considérablement renforcé. Voilà. Maintenant qu'il y ait parfois quelques contestations, mais au fond, c'est bien normal dans une démocratie. Vous savez, quand on fait l'unanimité, c'est suspect, monsieur Aziza. Donc, c'est possible. Vous avez raison. Une certitude. Et sur les magistrats, est-ce que vous dites, comme Nicolas Sarkozy, que les magistrats manquent de diversité, je cite l'ancien président, qu'ils se ressemblent tous, alignés comme des petits pois, avec la même couleur, même gabarit, même absence de saveur. En gros, que les juges, est-ce que les juges sont pas des petits pois qui se ressemblent tous pour le meilleur et souvent pour le pire? Mais écoutez, moi je ne veux pas, je ne peux pas, je n'ai aucune envie de tenir ce type de propos. D'abord, ça ne correspond pas à une réalité. Mais non, c'est comme si je vous dis les journalistes. Oui, vous pouvez le dire. Bon, vous vous sentez proche de tous vos... Il y a une diversité. J'ai toujours dit que la justice, c'était la signature de ceux qui la rendaient. Donc mettre tout le monde dans le même sac, déjà, ça me plaît pas. Moi, j'aime pas ces jugements à l'emporte-pièce. La diversité, je vais vous dire, à l'ENM, on fait beaucoup de choses pour qu'il y ait davantage de diversité. Moi, j'appelle de mes voeux un certain nombre d'échanges. Ne rien vous cacher, d'ailleurs, les magistrats m'ont envoyé des photos, ceux qui sont à l'ENM maintenant, les futurs magistrats, en treillis, ils sont allés faire des stages dans les gendarmeries. Les avocats viennent, je veux mélanger tout cela avec les élus qui se sont rendus récemment à l'ENM. J'ai nommé une avocate à la tête de l'ENM. J'ai donné ma bénédiction pour que ce soit un magistrat qui préside aux destinées de l'école du barreau. Moi, je ne veux pas tenir ce type de propos. Il a eu tort, il n'engage que Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il a eu tort de tenir ce genre de propos? Est-ce que c'est ces propos qui lui ont coûté ses ennuis judiciaires? Mais écoutez, monsieur Nicolas Sarkozy, il est le responsable des propos qu'il tient. Je vais pas les commenter pendant des heures. Moi, je vous dis que c'est pas le genre de propos que je tiens. Je vous dis par ailleurs que j'ai d'excellentes relations, avec les magistrats que je côtoie au quotidien, qui ont les mains dans le cambouis. Nos préoccupations, c'est le budget. Nos préoccupations, c'est de faire travailler les juristes assistants, les assistants juristes, les renforts de greffe que j'ai envoyés en masse dans les juridictions. Ce qui m'importe, c'est le rapprochement des parquets pour aller aider les élus, c'est des choses de cette nature, c'est les violences intrafamiliales, c'est encore voilà, c'est tout ça que je règle au quotidien. Moi, je n'ai aucun problème. Alors, la justice de proximité et pas que la justice de proximité. Mais voilà, moi, ce que je dis aux magistrats quand je les rencontre. Alors, en tout cas, personnellement, Éric Dupond-Moretti, les juges vous ont pas loupé depuis votre arrivée place Vendôme, avec cette enquête notamment de la Cour de justice de la République qui a débouché sur votre mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Est-ce que c'est une blessure pour vous, cette mise en examen ? Je n'ai rien à dire là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire, là encore, que les magistrats... La Cour de justice de la République. On va préciser les choses. La Cour de justice de la République, les magistrats de la Cour de justice de la République. Mais écoutez, tout le temps que je passe à répondre à cela, je ne peux pas le passer à présenter mon bilan. Et je vais vous dire franchement,
ça me gêne beaucoup, cette perte de temps médiatique. J'ai déjà répondu. Ça vous a fait perdre du temps professionnellement aussi. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne vais pas y revenir à chaque fois. Voilà la réponse que je peux vous faire. Mais permettez-moi de vous poser une autre question là-dessus, puis après on aura fini. Ouais. Vous aurez sans doute la même réponse. On va voir, mais en tout cas, je vous pose la question. Essayez, oui. Votre recours pour faire annuler votre mise en examen a été rejeté. Une question précise. Est-ce que vous comprenez que la Cour de justice de la République soit la seule juridiction en France où les juges en appel soient les mêmes qu'en première instance? C'est-à-dire, pour être précis, que ce sont les mêmes juges qui vous avaient mis en examen qui ont rejeté votre recours. Ça se voit nulle part. Est-ce que c'est normal ? Je viens de vous dire que je n'entendais pas me perdre dans des explications. Mais est-ce que c'est normal ou pas ? Mais, monsieur Aziza, faites le commentaire vous-même si vous estimez devoir le faire. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je l'ai déjà dit et je l'ai redit. Et alors, sur le projet de... Après, on passe à autre chose. Le projet qui était celui d'Emmanuel Macron de supprimer la Cour de justice de la République, ça serait judicieux ou pas ? Non, mais vous n'allez pas y revenir. Non, mais c'est la dernière question. Non, mais, ok, je vous ai répondu. Alors, on passe à autre chose. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Paris en province pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, avec à la clé un réquisitoire contre l'inaction de l'exécutif en la matière. Que répondez-vous au procès que vous font les associations féministes et notamment Caroline Dehaze, par exemple ? J'en ai un peu marre, à vrai dire, d'entendre des récriminations de cette nature. Qui est-ce qui a mis en place le Grenelle contre les violences faites aux femmes ? Qui a mis en place dans notre pays le bracelet anti-rapprochement ? Qui a doté toutes les juridictions de ce pays du bracelet anti-rapprochement? Qui a demandé aux juridictions de l'utiliser davantage? Qui a mis en place l'ordonnance d'éloignement qui permet à une juridiction d'éloigner le conjoint violent? Qui a mis en place les hébergements des victimes et aussi des auteurs pour éviter que les auteurs retournent dans leur domicile pour commettre un certain nombre de violences? Donc le bilan d'Emmanuel Macron est positif en la matière et on vous cherche des noises alors qu'on ne devrait pas vous les chercher. Mais le bilan d'Emmanuel Macron est positif en la matière. Il en a fait une priorité. Il y a un référent dans chaque parquet sur les violences intrafamiliales. Pardonnez-moi de vous dire que nous avons mis beaucoup de moyens. Nous avons renforcé également les moyens de la médecine légale. Nous avons renforcé, voyez-vous, on a mis en place et on a renforcé naturellement ces systèmes que nous avons mis en place. On a mis en place des lieux où la victime vient, elle est prise en charge médicalement, elle est prise en charge par les assistants sociaux, par les psychologues, par les enquêteurs, par le procureur, tout ça en un même lieu. C'est nous qui les avons mis en place, qui les avons développés. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on ne fait rien, que rien n'est fait, mais tout ça est excessif, et je vais le dire une fois pour toutes, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le bilan de MeToo, positif ou pas ? Bilan de MeToo, en ce qui libère la parole, positif, bien sûr. Mais alors, il y a un mais derrière ça. Le mais derrière, c'est que c'est la justice qui doit dire les choses. Et pas les réseaux sociaux, donc. Et pas les réseaux sociaux, voilà. La justice n'est pas rendue sur les réseaux sociaux. Et pardonnez-moi de vous dire que ces faits, lorsqu'ils sont dénoncés, doivent être pris en charge par la justice, qui doit dire ce qu'elle a à dire, conformément aux règles qui sont les nôtres. Voilà. On ne juge pas les gens sur les réseaux sociaux et on ne livre pas les gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a eu des excès, il y a eu des dérives de MeToo ? Vous savez qu'il y a eu évidemment des excès, on en connaît quelques-uns. Voilà, la justice, ça n'est pas cette espèce de comment dirais-je de procès qui s'ouvre sur les réseaux sociaux sans que les règles qui sont les nôtres soient respectées. Ce sont les règles du contradictoire, de la présomption d'innocence, enfin autant de règles qui honorent la justice quand elle les respecte. Quel regard vous portez, Éric Dupond-Moretti, sur la décision du dictionnaire Robert d'ajouter le pronom Yel dans son édition numérique. Yel. Comment il faut dire d'ailleurs monsieur, madame, Éric Dupond-Moretti, Yel dit quoi ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Écoutez, je trouve que Robert s'est fait un beau coup de pub. Ouais. Et alors ? Et moi, je vous appellerai toujours monsieur, et vous m'appellerez monsieur. Ouais. Ça ira bien comme ça. Il... Et puis madame, je dirais elle. Et donc, il n'y a pas de raison que ce pronom Yel arrive dans les pages du dictionnaire
Dictionnaire Robert, que ça reste à l'état numérique ou que ça soit carrément effacé? Je viens de vous répondre. Ouais. Alors, autre question, qui est un peu liée à ça d'ailleurs. Dans une interview à l'Express, l'ex-secrétaire d'État Ramayad, qui vit depuis 3 ans à Washington, dit vivre comme une micro-agression de devoir passer devant la statue de Colbert. Elle écrit « Ce grand ennemi de la liberté dont la statue est devant l'Assemblée nationale ». Et elle ajoute « Déboulonner les statues est une réappropriation de l'histoire ». Et puis, assumant son wokisme et dénonçant les contrôles aux faciès, les violences policières et le fait que ce soit des élites, que les élites présentes soient presque exclusivement blanches, elle assure, et ce sont dans sa bouche, le racisme est partout. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le garde des Sceaux? Et monsieur l'avocat? Je préférais quand elle micro-agressait Kadhafi. Ouais. Voilà. Pas d'autres commentaires. Donc c'est une faute de sa part? Écoutez, j'en sais rien. Certains ont dit elle insulte la France. Non, il y a le politiquement correct, il y a le wokisme, il y a l'histoire, on peut pas tout mélanger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et alors, par rapport au racisme, est-ce que vous diriez que... Parce que quand on lit ce qu'elle écrit, on se dit, elle pense que le racisme est partout en France, voire que la France est raciste. Il y a ça, ça sous-tend ça. Ce sont des propos qui n'engagent qu'elle. Alors, un racisme présent en tout cas sur les réseaux sociaux, qui relie des campagnes de haine, les réseaux sociaux de haine, de racistes, antisémites, homophobes ou encore des appels aux meurtres, comme ce fut le cas de Samuel Paty. Alors, en dépit de l'action du gouvernement, de votre action, Éric Dupond-Moretti, Twitter et les réseaux sociaux persistent à être, et pour reprendre vos termes, à être une prison à ciel ouvert. Comment vaincre la bataille contre les réseaux sociaux et cette prison à ciel ouvert? Alors, c'est pas une prison à ciel ouvert, c'est une poubelle à ciel ouvert. Puisque vous reprenez mon propos. Oui, poubelle à ciel ouvert, pardon. J'ai dit que c'était parfois l'instrument extraordinaire de la démocratie participative, on pouvait échanger des idées, etc., et que ça peut être une poubelle à ciel ouvert, et je le confirme évidemment. Bon, d'abord, il y a plein de choses qui ont été faites, et qui vont être faites, notamment au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Donc à partir du début janvier prochain. Oui. Moi, je veux mettre la haine en ligne et hors ligne, d'ailleurs, au cœur de nos préoccupations européennes. Sur le plan national, déjà, j'ai fait en sorte que les haineux en ligne soient jugés en comparution immédiate, ce qui est un grand progrès, puisque vous savez que dans le système antérieur, un haineux en ligne, au fond, venait se lover dans la loi de 1881 qui protège les journalistes et qui ne doit protéger que les journalistes. Et donc, ce haineux-là, il était jugé 18 mois, 2 ans plus tard. C'est ce qui a été le cas d'ailleurs pour l'ex-candidate à la fonction de Miss France et qui ont été jugés très rapidement après leurs insultes antisémites. Absolument. Donc, il y a toute une réglementation européenne à mettre en place, bien sûr, notamment auprès des plateformes. On y travaille, parce que c'est plus possible que la haine se répande impunément de cette façon, et que ceux qui permettent qu'elle soit colportée se lavent les mains et se drapent dans une forme d'impunité qui est devenue insupportable. C'est trop grave, et ça génère de vraies conséquences sociétales qu'il faut combattre. Et notamment, ça permet, là encore, la montée des populismes. Alors, en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont trouvé un accord, c'était cette semaine, sur le projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, un texte qui fait suite à l'émotion suscitée par l'absence de procès dans l'affaire du meurtre antisémite de Sarah Halimi, l'auteur des faits ayant été déclaré irresponsable après avoir consommé du cannabis. Vous nous aviez parlé de cette disposition la dernière fois que vous étiez venu ici dans cette émission, c'était au printemps dernier. L'avocat Dupond-Moretti est-il satisfait de cette nouvelle disposition de la loi? Et le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, bien entendu. Non, mais le ministre de la Justice, après cette affaire, il a été mandaté par le président de la République, qui a pris acte de 2 choses. D'abord, qu'il y avait un trou dans notre législation, si vous me permettez cette familiarité. Le ministère public, l'avocat général, après la Cour de cassation, avait dit « mais nous, on peut pas combler des trous qui n'existent pas ». Donc, il était du devoir du législateur de les combler. Ça, c'est la première chose. Et le président m'a demandé de mener une large consultation, ce que j'ai fait. J'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré les représentants des différents cultes, parce que une fois encore, il y avait une énorme émotion au sein de la communauté juive, mais pas que, bien sûr. J'ai rencontré les psychiatres, j'ai rencontré des magistrats, j'ai rencontré des avocats. On a ce texte,
qui est très clair. Nous ne franchissons pas la ligne rouge qui est, et je la résume, on ne juge pas, des fous, quoi. On ne juge pas les fous, mais en revanche, quelqu'un qui a pris des produits stupéfiants et qui commet un meurtre tel que celui qui a été commis contre Madame Attal Halimi, celui-là, il ne peut pas s'en sortir sans être sévèrement puni. La consommation de stupéfiants aujourd'hui, c'est 1 an, mais naturellement, il convenait et il convient de sanctionner la consommation de stupéfiants quand elle génère un crime, par exemple. Alors, une précision, si cette loi avait été votée avant le crime antisémite de Sarah Halimi, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, si la responsabilité psychiatrique n'avait pas été mise en cause de façon totale, et si il avait été décidé que cet homme était capable de comprendre un certain nombre de choses, bon, il aurait été jugé, et si l'on avait considéré que il était dans l'incapacité de répondre de ses actes pour le crime, c'est-à-dire une irresponsabilité pénale au sens psychiatrique, alors il aurait été jugé pour la consommation de stupéfiants. Antisémitisme toujours. Est-ce que vous faites un lien entre islamisme, islamo-gauchisme et antisémitisme, ce nouvel antisémitisme d'une jeunesse des banlieues obnubilée par la haine d'Israël? C'était des termes employés ici même par Manuel Valls il y a quelques années. Je vois difficilement comment on pourrait ne pas faire le lien. Ouais. Pour vous, il y a un lien. Oui, bien sûr. Alors je crois, Éric Dupond-Moretti, j'en suis sûr, même que votre grand-mère a caché des Juifs pendant la guerre. Quelles leçons faut-il retenir de cette France des justes? Et je crois que c'était d'ailleurs au centre d'une cérémonie qui a eu lieu ce matin à l'Académie française. Donc quelles leçons faut-il retenir de cette France des justes et aussi de l'esprit de résistance? Peut-être qu'il faut retenir que Pétain n'a pas aidé les Juifs. Non? C'est vous qui répondez, oui. Voilà, c'est ce que je vous réponds. Pétain n'a pas aidé les Juifs. Alors justement, 76 ans après la Shoah, Éric Dupond-Moretti, Éric Zemmour mène campagne autour de thèmes racistes, anti-musulmans, théorie du grand remplacement, et aussi de la réhabilitation de Pétain, sauveur des Juifs français, de la remise en cause du discours de Vélib de Jacques Chirac, et même de l'innocence du capitaine Dreyfus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Éric Zemmour, d'ailleurs, qui a été faire campagne ce week-end à Londres sur les traces du général de Gaulle. De l'inquiétude et une forme de dégoût. En réalité, Zemmour, voyez-vous, est un falsificateur de l'histoire. C'est-à-dire il se présente comme une espèce d'historien érudit, et je pense que ce vernis de pertinence peut attirer un certain nombre de ses fans. Pour autant, quand on regarde bien, le vernis doit craquer. Enfin, exprimer cette idée que Pétain a aidé les Juifs français, vous savez, je vais inaugurer dans quelques jours une salle de la chancellerie, et je veux qu'elle porte le nom de Pierre Masse. Alors justement, pourquoi ce geste? Pourquoi cette inauguration? Pourquoi cette salle qui prend le nom de Pierre Masse, donc qui a été avocat? Il était avocat, oui. Avant la guerre. Oui, il était d'abord sénateur, enfin d'abord, dans la chronologie, sénateur. Il était avocat, il était secrétaire d'État aussi. Il était secrétaire d'État, il a failli devenir bâtonnier. C'était un homme unanimement respecté dans son métier d'avocat. Et puis, il a écrit un certain nombre de courriers au maréchal Pétain, notamment quand Pétain, l'amoureux des Juifs, a demandé que les Juifs ne portent plus les décorations. Et je précise d'ailleurs pour nos éditeurs, quand vous dites amoureux des Juifs, c'est entre guillemets. Ah, ça va de soi, oui, c'est des guillemets énormes, mais je pense que, je sais pas s'il était utile de le préciser. Et Pierre Masse a écrit au maréchal Pétain pour lui dire, mais dois-je aller exhumer mon frère qui porte une médaille militaire qu'il a obtenue au combat, et il a évoqué tous les membres de sa famille qui portaient de telles médailles. On va rappeler que Pétain souhaitait que les Juifs se voient enlever les médailles qu'ils avaient obtenues pour des actes d'héroïsme. Voilà, l'amoureux, entre guillemets, des Juifs français. Et donc, il me semble important de rendre hommage à cet avocat qui a résisté, et l'impertinence qui a été la sienne
va le conduire dans un camp de concentration d'où il ne sortira pas vivant. C'est une histoire dont il faut se souvenir. Et donc, Zemmour, là-dedans, est-ce que Je vais vous dire autre chose, ça a déjà été dit, mais je veux le redire ici, avec mes tripes. Vous voyez, j'ai eu la chance de rencontrer la famille de Samir Béja. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Enfin, il est mort, Samir Béja, il avait une vingtaine d'années. Et il est tombé sous les balles des djihadistes sur le terrain d'opérations militaires. J'ai rencontré ses parents. Et Samir, il porte un prénom d'origine africaine. Samir. Hein, c'est pas Eric. Encore qu'Eric, d'ailleurs, est un prénom viking. Ouais. Et ce gosse, il est tombé... pour la France. Pour la France. Et pour les Français. Voilà. Et quand ses parents... Et pour la liberté. Et bien sûr, et quand ses parents, ils entendent que porter un prénom d'origine africaine, c'est une insulte à la France, voilà. On pourrait aussi parler de monsieur Sandler, qu'il a appelé Sandler. Il était incapable de prononcer le nom de Sandler. Sandler, c'est une victime de Mohamed Merah, puisque c'est son fils et ses 2 petits-enfants qui ont été tués. Moi, je le voyais tous les matins et je parlais avec lui. Oui, parce que vous savez, ce qu'on vous a reproché aussi, c'est d'avoir été l'avocat du frère de Merah. Hein, voilà. Oui, mais j'ai été l'avocat du frère de Merah pour ne pas que les terroristes l'emportent et pour rappeler que dans une démocratie, vous comprenez, il est extrêmement important que nous respections les règles, parce que les islamistes ne respectent aucune règle et c'est bien ce qui nous distingue de leur barbarie. Et donc, monsieur Zemmour a considéré que le fait pour cet homme de choisir d'aller enterrer les siens en Israël, ça lui faisait perdre au fond la nationalité française. Et quand vous entendez le grand Corsia qui dit Éric Zemmour, antisémite certainement, raciste évidemment, vous dites il a raison, Corsia ? Ah, il a parlé aussi de son prénom de métèque, Raïm Corsia. Mais quand j'ai entendu dire ça, j'étais très heureux qu'il le dise. Vous approuvez ? Ben, évidemment. Zemmour antisémite ? Enfin, pardonnez-moi, mais Raïm Corsia le dit, et il explique beaucoup de choses d'ailleurs. Il ne dit pas que cela, l'interview est assez longue, elle est assez passionnante. Mais il dit raciste certainement. Hein, il parle aussi des propos de Zemmour concernant les musulmans. Oui, alors je me dis, mais comment on peut vouloir élire un tel président de la République ? Le président de la République, la première de ses vocations, c'est de réunir les Français. C'est pas de les diviser, c'est pas de les opposer, c'est pas de faire naître la haine. Je pense qu'il est dans une névrose obsessionnelle, Zemmour, qui m'inquiète infiniment. Alors, François Hollande, il était à votre place la semaine dernière, et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que CNews était la chaîne de Zemmour. Il a raison ? Non, c'est aussi la chaîne de Le Pen. Oui, vous avez dit ça ici, il y a 6 mois. Ouais. Et donc ? Mais à l'époque, on parlait pas trop de Zemmour. Oui, hein. et donc vous dites, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la chaîne de Zemmour et de Le Pen. La chaîne de Zemmour et Le Pen ? Et alors, c'est vrai que vous voulez pas participer à des émissions de CNews que Pascal Praud, qui vous a invité, s'est vu opposer une réponse négative de votre part et que vous n'irez pas chez lui ? Négative, oui, et âpre, en réalité. Écoutez, je vais vous dire comment ça se passe. On vous invite, on vous met 3 faits divers en guise d'analyse de la justice. Vous voyez, un meurtre, un féminicide, voilà. Ce qui nous émeut et nous plonge évidemment dans une compassion légitime. Ensuite, votre parole est interdite. Donc vous dites chez Praud ? Chez Praud, oui, bien sûr. Puis ensuite, vous avez toute la clique de ces invités permanents, Rioufol, Fenech, Bilger, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs toujours les mêmes, et ils vont vous cracher dessus pendant 5 heures d'affilée. Et vous n'êtes plus là. Donc, si vous voulez, je trouve que... Moi, j'ai le sens du procès équitable. Ça, je le tiens de mon métier d'avocat. J'ai le sens de l'émission équitable aussi. Bon. Et alors, qu'est-ce que... Donc, vous n'irez pas chez lui, vous n'irez pas chez lui ? Non, c'est tout à fait clair. Non, j'irai pas là, non. Alors, plus au-delà de tout ça, hein, qu'est-ce que l'ascension de Zemmour dit de l'état de la France ? Parce que c'est une question qui se pose. L'extrême droite a 35%, 35% qui représente 35% des voix des Français, selon les sondages. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France ? Ce que ça dit de l'état de la France, c'est que il y a une partie de la France qui partage sans aucun doute ses idées, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu une partie 35%, 35%. Ouais. Voilà, que là, on a des chiffres qui sont des chiffres élevés. Ça veut dire que durant des années, on a banalisé un certain nombre de propos.
Bon, j'ai eu l'occasion de dire déjà, je ne sais pas si c'est à ce micro, que si Jean-Marie Le Pen avait tenu les mêmes propos que Zemmour, il y avait 100 000 personnes dans les rues en train de manifester. Des millions même, hein, on s'est habitué à ces choses. Il y a ce que Hannah Arendt appelle la banalisation du mal. Au fond, on peut tout dire aujourd'hui. Puis il y a les réseaux sociaux qui poussent derrière et qui diffusent une telle haine qu'au fond, le niveau d'acceptabilité est ce qu'il est aujourd'hui. Badinter parlait de l'eupénisation des esprits. Oui. Aujourd'hui, on peut parler de zémourisation des esprits. Oui, mais écoutez, c'est assez proche. Ils se chicanent ensemble. Ils savent pas qui va dîner avec qui, comment, ou chez Ménard, pas chez Ménard, etc. Je veux dire, Odoul, vous avez entendu, il y a quelques jours, on lui parle de la question absolument dramatique, humainement, des migrants qui sont aux portes de la Odoul, Pologne. Odoul, porte-parole du Rassemblement national. Et on lui demande s'il faut les laisser mourir. Vous avez vu, il dit oui. Et après, il se rend compte que politiquement, il peut quand même pas aller jusque-là, puis il essaie de se rattraper dans un numéro pathétique d'équilibriste. Mais ces gens-là disent la même chose. Oui, d'ailleurs, pendant des années, ils se sont adorés, ils se sont aimés. Aujourd'hui, ils se chicanent un peu. Et puis, ils envisagent déjà de se retrouver, d'ailleurs. Au second tour, éventuellement. Oui, éventuellement au second tour. On passe de l'autre côté du politique. C'est ignoble ce qui se passe chez les Républicains. Ils ne parlent que d'immigration et de sécurité. C'est le recteur de la mosquée de Paris, Shems Ezdin Hafiz, qui s'exprimait ainsi ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 et sur CNews. Est-ce qu'il a raison, Éric Dupond-Moretti, le recteur de la mosquée de Paris, de dire ça? C'est ignoble ce qui se passe chez les Républicains. Moi, ce que je constate, c'est que chez les Républicains, pour être un leader aujourd'hui, il faut tenir les mêmes propos que les leaders d'extrême droite. Ah oui? Ah, c'est une vraie course. Tous. Tous. Ciotti, c'est sûr, par exemple. Mais les autres aussi, Barnier, Pécresse, Bertrand, Juvin. Ils vont très très loin. Écoutez-moi, c'est des mesures qui nous sont proposées qui, pour la plupart d'entre elles, je parle dans le périmètre justice, sont inconstitutionnelles, totalement inconstitutionnelles. Vous parlez justement des propositions en matière de justice, oui, ou de droit qui conduiraient peut-être à changer la Constitution, oui, ou à quitter les traités européens. Ah, mais toutes les 2 minutes, ils changent de Constitution. Ils vont tout régler. Baguette magique. Moi, je veux quand même vous rappeler que Bertrand, en matière d'emploi, il a été non pas le ministre du Travail, mais le ministre du Chômage. Ça, c'est une absolue réalité. Et Madame Pécresse, elle est aussi dans un flot de promesses. Regardez, sur le programme pénitentiaire, vous m'interrogiez tout à l'heure là-dessus. Ce qu'elle veut, c'est que l'on occupe des locaux inoccupés pour y placer des détenus. Quid du budget, quid de la sécurité, qui va garder ces détenus, comment, où, zéro. Vous n'avez rien. Vous avez cet effet d'annonce et strictement rien d'autre. Elle veut 8000 magistrats de plus, nous en avons 9090. Et alors, vous n'avez pas répondu précisément sur le recteur de la mosquée de Paris, vous dites, c'est ignoble ce qui se passe chez les Républicains ou pas? Il y a un certain nombre de propos qui sont indignes, à l'évidence, oui. Bien sûr. Et je veux vous rappeler d'ailleurs, je sais bien que tout est à front renversé aujourd'hui, parce que Zemmour se revendique l'héritier de Jacques Chirac. Jacques Chirac, il n'aurait jamais permis de tels propos. Et Nicolas Sarkozy non plus, d'ailleurs. Et Jacques Chirac a dit... il a dit d'ailleurs, Sarkozy, hein. Mais voilà, et Jacques Chirac, d'ailleurs, le président Chirac, sur le Veldiv, a dit un certain nombre de choses dont M. Zemmour ferait bien de s'inspirer. Alors, la situation à gauche, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Très rapidement, que vous inspire la campagne d'Anne Hidalgo qui ne prend pas, puisque, a priori, vous venez aussi de la gauche? Je viens de la gauche, je sais pas comment vous pouvez me dire ça. Toujours dit que j'avais moi une sensibilité de gauche, mais j'ai toujours dit que j'étais un pragmatique, que je n'étais pas un dogmatique, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Ce que m'inspire sa campagne, c'est qu'effectivement, elle décolle pas. Oui. Elle décolle pas. Et comment vous sentez les choses pour la présidentielle? Est-ce que c'est pas dangereux pour Emmanuel Macron d'apparaître aujourd'hui, en tout cas, comme étant le favori des sondages? Je ne sais pas pourquoi ce serait dangereux. Vous voudriez quoi? Qu'il soit plus confortable vous le voyez réélu ou pas? Pour Emmanuel Macron de ne pas être à la tête des sondages. Mais d'abord, avant d'être réélu, il faut qu'il se présente, il le dira le moment venu. Ouais. Et d'ailleurs, vous-même, vous regrettez d'avoir été candidat au régional ou pas? Non, je regrette pas. Je regrette le score. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Non, je ne regrette absolument pas d'y être allé. D'abord parce que ça m'a permis de savoir ce que c'était qu'une campagne. J'y ai rencontré beaucoup de nos compatriotes. Je suis retourné dans ma région d'origine. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les uns et les autres et j'ai trouvé ça très enrichissant. Alors, évidemment, votre région d'origine, est-ce que c'est vrai que votre mère était émerveillée de venir vous voir ou de venir dans votre bureau de garde des Sceaux? Est-ce qu'elle est vraiment émerveillée? Et fière de vous, d'ailleurs, peut-être aussi? Oui. 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 Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle est rentrée dans votre bureau?
Elle a trouvé que c'était très impressionnant, et ça l'est d'ailleurs. Mhm. Oui. Elle vous préfère en tant que ministre qu'en tant qu'avocat ? Elle me préfère en tant que fils. En tant que fils. Et la politique, pour vous, ça s'arrête en avril 2002 ou vous voulez rempiler ? La dernière fois que j'ai dit ce que je ne voulais pas faire, on me l'a tellement reproché qu'aujourd'hui, je reste dans un mutisme prudent sur ces questions, monsieur Aziz. Et vous diriez quelque chose que vous voudriez pas faire ou pas ? Comment je dirais quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez pas faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez en tête que vous voulez pas faire après avril 2022 ? Je sais pas, c'est surprenant comme. Mais si, puisque vous avez dit la dernière fois que j'ai dit quelque chose que je voulais pas faire, ça a fait le contraire, donc. Ouais. Oui, bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que je ne veux rien dire sur mon avenir. Je pense que le champ du possible est extrêmement large et nous verrons tout cela le moment venu. Merci Éric Dupond-Moretti d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.